Après les victoires, comment reprendre le pouvoir sur les villes, l'État et le capitalisme ? Dimanche, quelque chose a bougé. Après Bali Bagayoko à Saint-Denis, voici Alexis Chaussalet au Tampon, Omar Yacoub à Creil, Adim Barki à Saint-Fond, Bassi Konaté à Sarcelles, Idir Boumerti à Vénissieux, Abdelkader Lamar à Vaux-en-Velin, Ali Diouara à La Courneuve. Mais ce qui se joue ici dépasse une simple alternance électorale. Derrière tous ces visages, ce sont des trajectoires locales, militantes, associatives, issues de familles de la classe populaire descendantes de l'immigration. Comme le souligne le Bondi Blog, il aura fallu des décennies pour que cela advienne. C'est une transformation de la représentation politique. Ces élus ne parlent pas pour, ils émergent depuis. Et ce qui apparaît, c'est une nouvelle génération politique. Face à des attentes sociales immenses et à la montée de l'extrême droite, une bataille s'ouvre. Et son cœur, c'est le logement. À La Courneuve, il y a la cité des 4000. Achevé en 1964, ce quartier est emblématique des politiques urbaines des 30 Glorieuses et de leurs impasses. Chassés par les opérations de rénovation urbaine, de destruction des taudis et des bidonvilles, des milliers de personnes sont relogées dans ce grand ensemble géré par l'Office HLM de Paris. Dès l'origine, la politique d'attribution organisait la relégation. La capitale externalise des populations dont elle ne veut plus, familles, ouvrières et immigrés. Le bailleur parisien néglige l'entretien. Les malfaçons s'accumulent et le bâti se dégrade en quelques années. Dans le même temps, la désindustrialisation frappe les habitants du parc social. Le chômage s'y concentre et avec lui, la précarité. En 1983, un enfant de 9 ans, Taoufik Wanès, est abattu par son voisin. L'événement choque et cristallise une image durable, celle de l'ennui, du désœuvrement, de l'insécurité, en un mot, le ghetto. La stigmatisation s'installe. Dans Droit de réponse, la question est posée. Faut-il raser les grands ensembles ? En 1986, la barre de Bussy est dynamitée. Si l'image est spectaculaire, presque cathartique, on s'attaque aux symboles, mais pas aux inégalités ou aux logiques qui ont conduit à cette situation. En 2005, Nicolas Sarkozy promet de nettoyer la cité au Karcher. Les 4000, c'est un peu l'icône des quartiers populaires. Quand on pense à La Courneuve, on pense directement aux 4000 parce que ce qui revient sur les 4000 quand on tape dans une barre de recherche ou qu'on demande à quelqu'un qui a un peu de culture générale, quand on pense quoi des 4000, c'est forcément des choses qui sont mauvaises. Stigmatisation, délinquance, trafic de stupéfiants, etc. Avec des familles qui y vivent depuis des années, qui ont vu ce quartier aussi qui s'est particulièrement transformé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé là-bas. De l'autre côté où j'habite, Le Mail, pour ceux qui connaissent Musset, Balzac, les tours sont tombées. Car derrière ces discours se dessine une offensive plus large. Teinté de mépris social, de racisme et d'héritage néocoloniaux, le tournant néolibéral ne se contente pas de stigmatiser les quartiers populaires. Il s'attaque à l'un de leurs principaux supports matériels, le logement public. Celui-ci apparaît dès la fin du 19e siècle avec la loi Siegfried de 1894 et les habitations à bon marché. Aujourd'hui, ce parc représente environ 16% des résidences principales. Géré par des bailleurs sociaux, il repose sur un triptyque structurant. Financement public, attribution encadrée et régulation des loyers. Contrairement à une idée reçue, il ne s'adresse pas à une minorité. Près de 70% de la population est éligible, il a une vocation universaliste. Mais ce modèle est aujourd'hui sous tension. La demande explose, près de 2,7 millions de personnes sont en attente d'un logement social, soit 1 million de plus en 10 ans, tandis que l'offre ne suit pas. C'est effectivement très très difficile à La Courneuve d'obtenir un logement. Le parcours résidentiel même des personnes comme moi, finalement, je suis passé de bar en bar, de 87 jusqu'à 2010, même de 2010 jusqu'à 2015 quasiment. Je n'ai fait que des bars de 15 étages. Dans ma vie, je n'ai connu que ça. Dans le même temps, le logement social fait l'objet d'une offensive politique visant à en restreindre l'accès et à en réduire la portée. Au niveau européen, des pressions ont été exercées pour introduire des plafonds de revenus plus stricts. À l'échelle nationale, au nom de la mixité sociale, certaines politiques visent à freiner le développement du parc. Depuis 2017, en Île-de-France, des subventions peuvent être refusées aux communes comptant déjà plus de 30% de logements sociaux. En 2021, une circulaire demandait au préfet de bloquer les constructions dans celles dépassant 40%. Dans le même esprit, la proposition de loi portée par Guillaume Kasbarian vise à faciliter l'expulsion de locataires dépassant parfois de quelques euros les plafonds de ressources, alors même que la moitié des locataires du parc social vivent sous le seuil de pauvreté et que seuls 3% sont concernés par ce surloyer. Le logement social est pris en étau. Il est indispensable pour des millions de personnes, mais est attaqué par les défenseurs du marché. On accuse la cité des 4000 d'être un terreau du communautarisme, mais elle fonctionne en réalité comme un véritable sas d'entrée pour les vagues successives de migration, maghrébine, ouest-africaine, comorienne, tamoule. Dans une perspective proche de l'école de Chicago, ces quartiers jouent un rôle d'accueil, de stabilisation et de transition. Comme le souligne Annie Fourcault, les grands ensembles remplissent une fonction essentielle dans les trajectoires résidentielles et sociales. On y entre, on s'y installe, puis certains en sortent lorsqu'ils ont les moyens. Mais cette réalité,
a été progressivement écrasée par le processus de stigmatisation. Au nom de la mixité sociale, ceux-ci ont justifié des politiques de démolition-reconstruction, souvent brutales, qui ne servent qu'à disperser les populations et à stopper le logement social. Il y a eu du coup des problématiques aussi concernant le relogement. Est-ce que le relogement il a bien été respecté? Est-ce que les gens ils sont allés où ils voulaient aller, rester à la Courneuve ou pas? Ça n'a pas forcément été le cas. Il y a encore une dernière tour qui est debout. Moi j'étais dans cette tour, c'était le mail. Elle devrait tomber normalement d'ici 2-3 ans je pense. Chaque année c'est retardé à l'année prochaine. Mais il y a des questions de relogement qui se posent sur ça. Pour moi, la démolition n'est pas forcément une panacée. Je pense qu'il faut aussi peut-être réhabiliter les logements quand on peut le faire. Alors, les habitants et habitantes des 4000 s'organisent dans des associations. De ces collectifs émerge une figure, Ali Diouara. Président d'Assad, Action de solidarité pour l'autonomie durable, il a fondé l'amicale des locataires du Mail de Fontenay, devenue successivement celle des 4000 Sud, de la Courneuve, puis de la Courneuve du Nid. Alors que les parcours résidentiels sont rendus instables par la rénovation urbaine, ces réseaux jouent un rôle fondamental. Lutte contre les expulsions, l'habitat indigne et les loyers abusifs, et lutte pour la défense des droits des habitants face aux bailleurs et aux institutions. Ça m'apporte déjà une expertise et une expérience et surtout ça me permet aussi de ne pas être déconnecté par rapport à tout ce qui se passe au quotidien. Parce que quand on est à l'Assemblée nationale, forcément il y a des choses qui nous échappent, finalement on reste toujours dedans et ça me tenait à cœur de continuer à mettre en place 2 samedis par mois des permanences juridiques d'accès aux droits et de tous les droits. Donc ça c'est quelque chose que je fais encore, pas plus tard qu'hier, il y avait une permanence juridique d'accès aux droits et j'essaie de continuer à contribuer à mon niveau, à ma petite échelle, à faire en sorte que le droit ne soit plus un luxe ici à la Courneuve et qu'il se conjugue, j'ai envie de dire, un peu au pluriel. On est dans des zones où le non-recours au droit est prépondérant. Donc on veut inverser un peu cette tendance-là et faire en sorte que les gens jouissent pleinement de leurs droits les plus élémentaires et notamment le droit à la dignité. Car limiter le droit de propriété devient un enjeu central pour garantir le droit au logement. Aujourd'hui, en France, 350 000 personnes sont sans domicile fixe, tandis que 3,1 millions de logements restent vacants, soit 1 million de plus en 20 ans. Les communes disposent d'outils pour intervenir. Le maire peut réquisitionner des logements dans des situations d'urgence ou lorsqu'un problème manifeste d'ordre public se présente. Des failles de jurisprudence peuvent être exploitées. Il peut également taxer les biens d'investissement inoccupés. Les logements indignes constituent un autre défi. 2,8 millions de personnes vivent dans des logements insalubres ou surpeuplés et 4,5 millions dans des passoires thermiques. Depuis 2016, les communes ont la possibilité d'instaurer des permis de louer avant mise en location pour lutter contre les marchands de sommeil. Les logements ici sont insalubres, les gens méritent une dignité, méritent de dormir sous un toit propre et malheureusement on a énormément de locataires qui vivent dans des logements où il y a des infiltrations d'eau, de la moisissure, il y en a même qui en meurent après. Les loyers abusifs demeurent une réalité. L'encadrement des loyers est souvent contourné et le signalement par le locataire reste inefficace. En 2024, 37% des annonces à Paris et en Seine-Saint-Denis ne respectent pas la loi. Un T2, c'est à peu près 1 300 €. On a aussi une ville qui construit énormément de logements. On a beaucoup de personnes qui font la chasse aux fonciers, des promoteurs privés. Pour que ces dispositifs soient efficaces, il est indispensable d'attribuer des moyens supplémentaires aux directions logement et urbanisme, ainsi qu'aux services d'hygiène et de santé. Transformés en véritables brigades du droit au logement, ces services permettraient à la puissance publique de protéger réellement les locataires, souvent confrontés à un rapport de force profondément inégal avec leurs propriétaires. Pouvoir faire en sorte d'avoir une brigade sur place qui irait faire un tour un petit peu du parc de logements sociaux et privés également, dans la mesure du possible, pour vérifier que les gens puissent vivre dans des conditions de dignité et de salubrité nécessaires. Ainsi, l'une des grandes tâches de la révolution citoyenne sera de transformer les formes de propriété, notamment en subordonnant ce droit de propriété aux autres droits humains fondamentaux pour en finir avec l'idéologie propriétaire. Et pour subvertir les logiques spéculatives du marché immobilier, il s'agit de faire du logement social une véritable alternative au marché privé. L'idée centrale, passer d'une propriété lucrative à une propriété d'usage, afin d'universaliser le droit au logement. Posséder une résidence principale doit rester un moyen légitime d'aménager sa vie, car le droit au logement doit primer sur la simple logique d'hébergement. Les communes disposent déjà de dispositifs pour soutenir cette approche. Prêts sociaux de location-accession, prêts d'accession sociale, prêts à taux zéro. Il y a aussi la cession de terrains communaux à prix inférieur au marché pour permettre la construction d'habitations destinées à l'accession sociale, avec intégration de clauses anti-spéculation, limitant les plus-values ou interdisant la revente immédiate. Il n'y a pas assez de foncier à la Courneuve. Du moins, il n'y a pas assez de foncier qui est accessible aux Courneuviens. Et ça, c'est un réel problème. Il va falloir construire du foncier, mais surtout du foncier qui est accessible aux Courneuviens pour que les Courneuviens puissent y habiter.
Et aussi sur la question des reconstructions dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est l'idée de construire des logements qui vont être accessibles aux Courneuviens pour que les Courneuviens puissent habiter à la Courneuve et non pas s'entêter à attirer des Parisiens et à en fait gentrifier la ville. Et ben nous, on veut remettre tout ça dans le bastion un peu public, du logement social public, et faire en sorte que les bailleurs aujourd'hui investissent ici à la Courneuve en lieu et place de ces groupements d'intérêt privés qui finalement viennent casser le logement social, là où on est une ville avec 44% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une autre innovation est la séparation du foncier et du bâti, inspirée des Community Land Trusts inventés par le mouvement afro-américain dans les années 1960. Les organismes de foncier solidaire, OFS, vendent des maisons ou appartements tout en restant propriétaires du sol. Les ménages souscrivent un bail réel solidaire d'une durée de 99 ans et s'acquittent d'une redevance. Les clauses anti-spéculation s'appliquent sur toute la durée du bail et se rechargent à chaque changement d'occupant. Résultat, des logements 30 à 50% moins chers que le marché. Mais ces initiatives restent marginales, environ 10 000 logements par an, soit 7% des logements neufs. Pire, elles ont souvent été détournées par les gouvernements Hollande et Macron en les comptabilisant comme logement social. Aussi, ces dispositifs restent soumis au marché foncier lors de l'acquisition des terrains constructibles, ce qui neutralise en grande partie la capacité à encadrer les plus-values, et ce qui impacte les redevances. Par conséquent, les communes de la Révolution citoyenne doivent aller plus loin, en faisant du logement une question politique de fond. Abolir les marchés fonciers et remettre la propriété privée des sols sous contrôle municipal. Finalement, en consacrant la propriété sans la spéculation, le logement deviendra un droit et non un actif. Central dans la reproduction des moyens de son existence et la fabrique des inégalités, le logement appelle à une rupture plus large, avec les intérêts qui organisent la rareté et la rente. Et c'est ouvrir la possibilité de prendre le contrôle de l'État et d'affronter le capitalisme.